Bonjour, le mystère de l'icône est le thème de cette émission doublement spéciale, étant la 50e de l'orthodoxie ici et maintenant, mais aussi parce qu'elle commémore le 30e anniversaire du rappel à Dieu de l'exceptionnel iconographe et théologien de l'icône, Leonid Ouspensky. Né en Russie, dans la région de Voronej en 1902, décédé en France en 1987. Iconographe de talent, certes, auteur d'une grande œuvre qui touche à toutes les dimensions de l'art liturgique de l'Église orthodoxe, Ouspensky a été aussi et surtout le théologien de l'icône, avec notamment 2 ouvrages de référence, La théologie de l'icône, publié en 1980 aux éditions Cerf, et Le sens de l'icône, aux éditions Cerf, coécrit avec le grand théologien orthodoxe Vladimir Lossky. À l'occasion de la grande exposition qui lui est consacrée, du 5 décembre 2017 au 14 janvier 2018, organisée par le diocèse de Chersonèse du patriarcat de Moscou en France, au centre culturel et spirituel du quai Branly, sous l'impulsion d'Émilie Vantac, peintre d'icônes et professeur d'iconographie, commissaire de l'exposition, je reçois pour parler de la vie et de l'œuvre d'Ouspensky 2 de ses élèves qui poursuivent ici et là son œuvre. Anne Filipenko, restauratrice d'icônes et de tableaux, peintre d'icônes et professeur d'iconologie, et Grégoire Aslanov, petit-fils de Vladimir Lossky, historien de l'art au CNRS, iconographe chargé de l'enseignement d'iconologie à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris. En fin d'émission, un diaporama présentera quelques illustrations de l'œuvre d'Ouspensky. Bonne émission à tous. Paris, la métropole orthodoxe roumaine d'Europe occidentale et méridionale, a célébré les 4 et 5 novembre dernier les 125 ans depuis la consécration en 1892 de la cathédrale métropolitaine située dans le 5e arrondissement de Paris, au 9 bis de la rue Jean de Beauvais. À Paris toujours, la nouvelle présentation de la collection des icônes et des arts chrétiens d'Orient, salle Fondation Sisley d'Ornano, du Petit Palais a été inaugurée le vendredi 17 novembre dernier. Nous reviendrons prochainement sur cet événement avec Raphaël Ziadé, responsable de la collection byzantine du Petit Palais. À l'occasion du centenaire du Concile de Moscou en 1917, un important colloque aura lieu les 7, 8 et 9 décembre à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris, avec pour thème la réception du Concile de Moscou 1917-2017, comment vivre et partager la conciliarité ecclésiale. Publication vient de paraître un important ouvrage de Christine Chaillot, intitulé « Rôle des images et vénération des icônes dans les églises orthodoxes orientales », préfacé par l'archevêque Job de Telmessos et par feu le métropolite Damaskinos de Suisse. À lire certainement le dernier numéro de la revue Contact, revue de l'orthodoxie en France, consacrée au renouveau de la théologie grecque des années 60 à nos jours. À ne pas rater et à voir certainement l'excellent ouvrage Le Mont Athos, une expérience spirituelle, un livre richement illustré des très belles photos de son auteur Fabien d'Acosta, aux éditions d'Hervy, un livre de pérégrination spirituelle sur les sentiers hautement spirituels du Mont Athos. L'icône, élément essentiel de la liturgie de l'Église orthodoxe. Aujourd'hui, il y a des spécialistes impeccables qui maîtrisent toutes les techniques scolaires spécifiques de cet art. Mais rares sont ceux qui le comprennent, qui ont une vision ecclésiale, non pas seulement esthétique. Une vision qui se fonderait sur une connaissance théologique profonde, qui serait inspirée par l'amour envers l'orthodoxie. Ceci est très rare. Le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe vous propose de visiter une exposition commémorative du 30e anniversaire de la mort de Leonid Ouspensky, iconographe et iconologue russe. Il entrera dans l'histoire du XXe siècle comme un iconographe considérable, parce qu'il a réussi à exprimer la foi du XXe siècle. Ancien athée fervent et révolutionnaire militant, qui a vu le sang de la guerre et de la révolution bolchevique, il est obligé de quitter son pays natal, la Russie, et c'est en France qu'il découvre sa vocation, rencontre son épouse, retrouve la foi grâce à l'icône orthodoxe. Nombreux furent ceux qui se sont rappelés leur foi là, à l'étranger, lorsqu'ils n'avaient plus rien d'autre à saisir, lorsque la terre avait disparu de sous leurs pieds et qu'il ne restait que la seule espérance en Dieu. Venez découvrir la vie et les œuvres d'un des plus grands iconographes du XXe siècle, qui pour la première fois dans l'histoire de l'Église a réussi à exprimer le système théologique profond de l'icône.
Léonid Ouspensky est comme un ermite qui, loin de la Russie, dans le contexte non orthodoxe de l'Occident, pensait à ce qui semblait être complètement perdu, noyé sous la vague soviétique. Une chose extraordinaire, les textes qu'Ouspensky a écrits comme missionnaires pour l'Europe occidentale sont devenus missionnaires pour la Russie orthodoxe. Donc à travers la théologie occidentale, la Russie s'est reconnue elle-même. Du mardi 5 décembre jusqu'au dimanche 14 janvier, au Centre spirituel et culturel orthodoxe russe de Avenue Rapp, dans le 7e arrondissement de Paris, tous les jours de 10h à 18h, sauf le lundi. Dans son ouvrage de référence Théologie de l'icône dans l'Église orthodoxe, Léonid Ouspensky écrivait ceci: « L'univers que nous montre l'icône est celui où règnent non les catégories rationnelles, non la morale humaine, mais la grâce divine. De là, le hiératisme de l'icône, sa simplicité, sa majesté, son calme, de là, le rythme de ses lignes, la joie de ses couleurs, elle reflète l'effort de l'ascèse et la joie de la victoire, c'est la peine transformée en joie du Dieu vivant. Le monde que nous voyons dans l'icône ne ressemble pas à la banalité quotidienne, la lumière divine y pénètre tout. » Ces paroles illustrent tout le sens du mystère de l'icône, mystère d'enracinement et de dépassement, enracinement dans la chair du monde ici-bas et dépassement de la chair dans le monde céleste. Né à Voronej, en Russie en 1902, décédé en France en 1987, toute la vie de Léonid Ouspensky a été celle d'un combat mené de bout en bout avec ardeur et passion, passant d'une extrême, celle de la vie dans la mère patrie, la fièvre révolutionnaire, l'engagement dans la cavalerie bolchevique, à l'autre extrême, celle de l'exil, du retour de l'enfant prodigue, celle de la conversion spirituelle et le retour à la mère Église orthodoxe. Touché par la grâce du Seigneur, rapidement son étoile a brillé dans l'ensemble de l'orthodoxie russe en exil, dans cette Europe occidentale qui est devenue une sorte de patrie de substitution, mais aussi est devenue un lieu d'enracinement, celui d'une église locale. Écrivain et restaurateur d'icônes, auteur d'une grande œuvre qui touche à toutes les dimensions de l'art liturgique de l'Église orthodoxe, initiateur d'un grand mouvement de renouveau de l'icône et de la redécouverte du sens de l'icône au XXe siècle, Ouspensky a non seulement été au contact charnel de l'écriture d'icônes, mais a voulu aussi, dans la fièvre et l'ardeur de l'action, contempler la profondeur de ce mystère qui rend visible l'invisible, selon la parole de saint Jean Damascène, et de réfléchir sur les fondements théologiques et dogmatiques de l'icône, sens et mystère. Une importante exposition lui est consacrée, inaugurée ce soir, 5 décembre 2017, jusqu'au 14 janvier 2018, au Centre culturel et spirituel du Quai Branly. Je rappelle ici un de ses livres de référence, coécrit avec le théologien Vladimir Lossky. Pour parler de la vie et l'œuvre de Léonid Ouspensky, je reçois 2 de ses élèves qui poursuivent ici et là Anne Filipenko, restauratrice d'icônes et de tableaux, peintre d'icônes et professeur d'iconologie, qui parlera le 19 décembre à partir de 15h au Centre russe du Quai Branly de Léonid Ouspensky, mon professeur, et Grégoire Assanov, petit-fils de Vladimir Lossky, historien de l'art au CNRS, iconographe chargé de l'enseignement d'iconologie à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris, qui lui évoquera le 19 décembre un aspect méconnu de l'œuvre de Léonid Ouspensky, la présentation des rares peintures et dessins profanes conservés. Anne et Grégoire, bonjour. Bonjour. Je voudrais qu'on commence un peu par la personne, par Léonid Ouspensky, que vous avez connu tous les deux. Qui était-il? De quelle famille venait? Comment en fait il a évolué? Et comment il est passé justement de cet extrême à l'autre? Vas-y. Son épouse a écrit une biographie qui rappelle un peu les grandes étapes de sa vie. Donc, elle indique que son père était de petite noblesse, de province, région de Voronej, mais sa mère était une paysanne. Et il avait quelque chose de très paysan. Terrien. C'était quelqu'un, oui, il aimait beaucoup les travaux de la terre. Je me souviens même encore. Un aspect robuste dans sa silhouette et de ses oui, mains, oui. voilà. Et je me souviens de lui, c'est peut-être un peu anecdotique, mais à la campagne, où il fauchait le jardin avec une faux, pas ça. avec la tondeuse. Et il aimait beaucoup faire ça, il faisait ça jusqu'à l'âge de 80 ans. Les gros moyens. Donc, il avait aussi un aspect très taciturne. C'était pas un grand bavard. Hein. Il pesait chaque mot. Je crois que tu seras d'accord avec moi. Oui. Peut-être à cause de, enfin c'est ce que dit son épouse, un épisode de sa vie pendant cette révolution où, pris en captivité par l'armée blanche, il a failli être fusillé. Il devait être fusillé. Il devait être. Et donc au bord de la fosse. Donc il a frôlé la mort.
Voilà, plusieurs fois, à plusieurs reprises, mais surtout là c'était vraiment La l'expérience. première fois. Ouais. Et un officier, un colonel passe et voit ce jeune homme qui a même pas 18 ans et dit aux autres, non, mais vous n'avez pas à battre un enfant comme ça. Et je crois que ce jour-là, enfin, c'est ce que disait Oui, moi, je pense que ça marque un homme, hein, c'est épouse, sûr. Lydia Alexandre Ouspiansky, donc c'est vrai qu'il ne parlait pas beaucoup. Et à moi, il m'avait aussi raconté pour cet épisode qu'il avait regardé le sol et que l'herbe lui avait paru d'un vert extraordinaire. Et ça l'a marqué, cette terre, ce vert, cette couleur, la vie peut-être tout simplement. Et donc c'est resté. Et donc là peut-être après ça a influencé aussi son œuvre. Oui. Ses couleurs, Sa la palette. couleur, sa Justement, palette sa aussi. palette, les couleurs qui est très... On en parlera tout à l'heure, en fait, de ces couleurs orangées, de ces couleurs qui sont vraiment intéressants. Mais donc, là, il passe, en fait, justement, après, il a un engagement révolutionnaire, puis, en fait, puis après, c'est l'exil. En fait, il arrive en Bulgarie, puis par la suite en France, c'est ça? C'est ça. Donc en Bulgarie, il travaille, il est misérable, évidemment. Il a Sans aussi papier, frôlé sans la rien. mort parce qu'il a eu le typhus. Oui. Enfin, Oui, il a eu plusieurs fois. Et sans papier, bien sûr. Et il travaille comme ouvrier. Et à cette époque-là, donc dans les années 20, les usines Schneider du Creusot venaient recruter des travailleurs immigrés. Et Beaucoup de Russes travaillaient là-bas. Leonid Ouspiansky, il voit l'occasion d'aller à Paris. Parce que déjà, tout à coup, il a compris qu'il voulait être artiste. Voilà, il voulait être peintre. Il y avait cette inspiration. Voilà. Et or, à l'époque, quand on veut se former quelque part, on va à Paris. Paris est le centre de l'art mondial. Hein, donc il n'est pas le seul à venir à Paris pour parfaire son éducation. Et donc là, il rentre dans un atelier à Paris. Non, il rentre aux Beaux-Arts. Il y a une école des Beaux-Arts qui a été créée par la fille de Tolstoï, de l'écrivain, qui a duré qu'une année, je crois. Oui. Et donc, il s'est inscrit dans cette école où, bien sûr, les professeurs étaient russes. Et il y avait de grands professeurs, de grands peintres aussi russes. Milieu aussi. Oui. Enfin, et donc, il prenait des cours auprès d'eux. Et après, il a continué. Cette école s'est fermée. Je pense qu'ils n'étaient pas très organisés, ils n'avaient pas beaucoup de Ils n'avaient sous. pas d'argent. Et donc, du coup, il a continué avec eux à se former au dessin, à la peinture. Il rencontrait beaucoup d'artistes. Donc là, tu peux... Je crois qu'on pourrait parler de Somov, par exemple, qui était un des peintres de ce qu'on appelle le monde des arts. C'est un courant de l'art russe, un petit peu symboliste. Qui avait sympathisé avec Leonid Ouspiansky. Et ce Somov avait une maison en Normandie. Et c'était très intéressant, il y a des épisodes où il rassemble ces jeunes artistes et il les invite. Et le soir, ils dessinent. Ils se dessinent les uns les autres, ils font des portraits. Ils font aussi, c'est très intéressant, des illustrations des œuvres de la littérature russe, notamment Gogol. Il y a Leonid Ouspiansky nous racontait comment il faisait presque des concours, savoir qui trouverait la meilleure invention pour présenter le nez de Gogol, la fameuse nouvelle de Gogol. Voilà. Et là, il fait connaissance, là, il faut absolument en parler, évidemment, d'un jeune homme artiste déjà un peu plus avancé que Leonid Ouspiansky, qui s'appelle Georges Krug, qui va devenir plus tard moine, sous le nom de Grégoire. Et c'est le début d'une amitié indéfectible, comme d'ailleurs les vraies amitiés, c'est pas toujours sans tension entre les deux, mais ils s'aimaient énormément. Et le père Grégoire, enfin Georges Krug, qui est devenu par la suite. il s'intéresse déjà. Lui aussi, il n'était pas très, très religieux, mais quand même, il avait été en Tchécoslovaquie. Oui, puis il s'était converti à l'orthodoxie quand même. Oui, parce qu'il venait 19 ans. venait donc du il y avait quand même, protestantisme. lui, une recherche déjà. Il était déjà dans l'orthodoxie. Il était déjà quand même. avancé par rapport à Léonide. Son père là-dessus. était luthérien, oui. Donc il s'était converti. Et sa mère Et il avait, en 1922, je crois, participé à un des congrès de l'ACER, l'Action chrétienne des étudiants russes. Et donc, il s'intéressait déjà à ça. Léonide disait que dans les années 30, il était encore assez loin de ça. Oui. Mais il s'intéressait aussi à l'icône, le père Grégoire. Il a commencé... donc la découverte de l'icône avec Léonide, c'était un peu à travers ce chemin-là. Oui, c'est ça. Et à côté, et même peut-être grâce au futur père Grégoire, je pense. Et donc là, il vit en fait un peu sa conversion spirituelle. D'abord, il raconte souvent qu'il avait, par manière de défi, il se dit, bien, je vais faire une icône. Alors, ils vont voir un peintre qui connaît les anciennes techniques, parce qu'il avait été formé par des vieux croyants, qui avaient gardé les anciennes techniques. La tradition. La peinture à la détrempe, à l'œuf. Et par manière de défi, il fait une icône de la Mère de Dieu.
Et là, il comprend en la et faisant. en montrant que lui, il peint, mais il n'est pas croyant. On peut donc peindre une icône sans être croyant. Voilà ce qu'il veut démontrer au futur père Grégoire. Oui. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il comprend que c'est pas possible. Qu'il arrive à un écueil, une impasse. On ne peut pas peindre si on n'est pas croyant. On a oublié de dire qu'il s'intéressait avant ça à l'art égyptien. Par exemple, il cherchait d'autres modes d'art. Il y avait quand même une recherche. Voilà. Oui, il y avait une recherche. D'un art moins représentatif, moins mimétique. Mais bon, et donc il a ce défi face à Georges Krug, et il détruit l'icône. Parce qu'il a compris qu'il a fait un blasphème. Et là, il se dit, bon, il va s'engager entièrement dans la vie de l'Église, une véritable conversion. Et cette conversion se passe, justement, il passe devant l'église, l'ex-église de la rue Pétel, parce qu'elle n'existe plus, celle-là. Les trois saints hiérarques. Les trois saints hiérarques, bien sûr. Et enfin, c'est comme ça qu'il me l'a raconté, en tout cas. Et donc, il rentre dans l'église, il entend le chant liturgique, il voit les icônes, il entend les paroles, parce qu'il les comprend, et il comprend que c'est un tout. Et je crois que là, vraiment, il a une révélation. C'est comme ça qu'il m'a présenté, en tout cas. Et donc, si on veut parler... assez brutal, en fait. C'est le caractéristique de son, on dirait pas de son art, mais quelque part, en fait, parce que c'est justement sa vie liturgique qui est collée à cette mission. C'est quelque part une mission qui s'est donnée. Comment on peut caractériser un peu les traits saillants de cette œuvre, de Lino Di Spelli, et sa marque? Je pense que ce qui était très important pour lui, c'est le sens de l'icône, la théologie qui est dans l'icône. Voilà, il voulait bien sûr la technique aussi. Tout ça a été à redécouvrir. C'est en France que la redécouverte de tout ça s'est faite, et grâce à Léonide Ouspiansky. Le père Grégoire, lui, c'était plutôt la peinture, l'iconographe. Mais pour Ouspiansky, c'était vraiment le tout, c'était un lien. Et l'icône n'étant pas une simple illustration de l'Évangile. Est-ce que toute son œuvre écrite vise à une chose, la prise de conscience que l'icône est un langage spécifique dont s'est dotée l'Église au cours des siècles pour exprimer ses dogmes fondamentaux. Or, ce dogme fondamental, c'est toute la tradition patristique, c'est que Dieu s'est fait homme à travers la personne du Verbe, du Fils de Dieu, de la deuxième personne de la Trinité, pour que l'homme devienne Dieu. Et c'est vraiment, il expose parfaitement dans le 9e chapitre de son livre, La théologie de l'icône, que donc, pour représenter cette divino-humanité, que le Christ est à la fois homme et Dieu, et que les saints aussi sont à la fois, en particulier la mère de Dieu, mais tous les saints, hommes et Dieu, il faut un langage spécifique, comme un vocabulaire. Et alors, ça ne veut pas dire que tout doit être pareil. Il peut y avoir des styles différents. C'est ça le mystère de l'icône. Absolument. Mais un langage, une grammaire. Qui retraduit aussi le mystère de l'unité dans la diversité. C'est-à-dire, à la fois, c'est une discipline, mais aussi c'est une expression. C'est les deux à la fois. Voilà. Et alors, le deuxième aspect fondamental de sa pensée, c'est le lien organique avec la liturgie. Il y a une petite anecdote. Un jour, il appartenait à l'association Icône, qui avait été fondée par les peintres de l'immigration. Et il va voir le directeur, qu'il connaissait bien, et il dit « J'ai compris, l'icône est un art liturgique ». Et l'autre lui dit « Mais non, qu'est-ce que tu racontes ?» Parce que l'association Icône, ils avaient une approche plus esthétique de l'icône. Mais là, justement, Léonide commence à réfléchir au sens théologique de l'icône. Il faut peut-être aussi mentionner qu'il appartenait à une confrérie qui s'était fondée dans les années 30. Saint-Photios ou Photius, autour de personnalités alors extraordinaires, des gens hors du commun, le père Evgraf Kowalewski, son frère Maxime, Vladimir Lossky, le père Grégoire Krug qui en fait partie plus tôt que... Et chacun, ils se réunissaient, chacun avait sa spécialité. Et puis il faut dire, on revient peut-être en arrière, mais cet exil, en fait, ça a été une découverte de l'Occident, de l'art roman, et tous ces gens s'enrichissaient aussi mutuellement, mais aussi au contact de cette culture qu'ils retrouvaient en France, qui leur posait aussi question, c'est-à-dire que
Pourquoi le ils lien étaient avec les orthodoxes. Kowalewski aussi, Voilà. dire Pourquoi l'Église ils orthodoxe de étaient France, voilà. Pourquoi un peu ils cette étaient problématique-là orthodoxes. que les Kowalewski en fait ont posée, qui est Oui. devenue par la suite les KOF, en fait, Oui, l'Église oui. catholique orthodoxe de Pour France. Ouspensky, Ils étaient ensemble, c'était- oui, Ils étaient ensemble. ensemble. Absolument. La découverte de l'art roman aussi, par exemple. Oui, oui. pour, Et pourquoi Parce Ouspensky. que fondamentalement, excuse-moi, Oui, bien c'est-à-dire qu'il y a deux sortes d'émigrés russes, en gros. Ceux qui n'ont pas défait les valises dans les années 30 et qui pensent encore qu'ils vont pouvoir revenir. Il y a des souvenirs, revenir. et puis- Et puis ceux qui comprennent assez profondément que leur présence en Occident est quelque chose qui est Providentiel. providentiel. Mm. Qu'il faut amener, pas convertir, mais faire découvrir à l'Occident ses racines des premiers siècles du christianisme. Saint-Irénée de Lyon, etc. Donc il y a cette espèce... Et comment tout ce vécu s'est traduit dans son art, dans son écriture d'icône? Quels sont les traits caractéristiques? Est-ce qu'il y a une école d'Ouspensky aujourd'hui? Bien sûr, vous êtes ses disciples, ses élèves, mais quelles sont les caractéristiques, comme ça, en 2 mots, très rapidement? Je pense d'abord, une première chose, c'est qu'il y a une évolution chez lui. Hein, il n'y a pas une icône d'Ouspensky, il y a vraiment une Ça a évolué. évolution. Et ça, dans l'exposition, on le voit très bien. le voit. C'est passionnant. C'est vrai. Il va petit à petit vers une lumière comme ça, une simplification du dessin, de la pose des couleurs. Ça, c'est très important. Et dans cette Comme exposition, dans on la le démarche voit. de l'icône, c'est de Voilà. l'ombre vers la lumière. Exactement. Dans Plus sa de lumière. personne, dans sa foi, je pense qu'il y a eu cette démarche aussi. Voilà, on le sent dans ses icônes. Il y a une maturation, Voilà. évidemment. Alors, est-ce qu'il y a une école? C'est plus compliqué parce que qu'est-ce que demandait... Là, on va parler de l'enseignant. Oui. Leonid Ouspensky, l'enseignant. Qu'est-ce qu'il attendait des élèves? C'est qu'ils trouvent par eux-mêmes. Et surtout... C'est la démarche personnelle. Voilà, Oui. si on copiait Ouspensky, on était pas banni du cours, mais il expliquait, mais non, c'est pas ça que j'attends de vous. C'était pas le but. C'est pas ça. Il faut trouver voilà, parce qu'en fait, qu'est-ce que l'icône? On parle toujours de l'icône, qu'il y a des canons, que c'est une tradition. Bien sûr que c'est un art traditionnel qui se transmet. Mais, et ça c'était la grande conscience de Ouspensky, c'est que la tradition, c'est quelque chose que chaque génération doit recevoir, de façon vivante. Sinon, c'est pas authentique. Donc, copier un soi-disant âge d'or de l'icône qui serait le 15e Byzance. siècle russe Ou Byzance. ou Byzantin, l'art byzantin, byzantin, ouais. ce n'est pas la Deuxième. bonne démarche. Ce n'est pas une démarche archéologique qu'il a faite avec son ami le père Grégoire Krug. C'est une démarche de retrouver l'authenticité. Alors, débarrasser l'icône des scories qu'ont pu apporter des influences occidentales qui plaquent dans l'esthétique de l'icône des choses qui n'ont rien à y faire. Hein, Oui. C'est ce qui s'est passé en Russie au XVIe siècle. Alors, il faut se débarrasser, parce qu'il faut avoir conscience d'être conforme à ce langage spécifique de l'icône. Canonique. Et la redécouverte, justement, du vrai sens de l'icône. Oui. Et de la rendre vivante. Et de c'est la rendre ça. vivante. C'est Et cette comme la dimension foi, en à la fait. fois personnelle et créatrice. Oui. Moi, il me reste à vous remercier et de ce témoignage, parce que c'est important d'avoir un témoignage personnel de personnes en fait qui l'ont connu, qui ont été ses élèves et qui ont travaillé avec lui de près. Moi, je vous invite à aller voir cette exposition qui est très 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 belle, et il y a un très beau catalogue qui est très bien fait, très bien préparé, très bien illustré, avec une réflexion de fond sur l'icône. Et là, je vous laisse avec un diaporama sur un peu une illustration de l'œuvre de Leonid Ouspensky, et je vous dis à la prochaine émission.